Jeudi 17 septembre 2020, à l'invitation de la librairie Ombre Blanche, Marie Hermann et Nana Kinski étaient venues présenter l'ouvrage Notre corps, nous-mêmes, paru chez l'éditeur indépendant et féministe Hors d'atteinte. Ce manuel féministe, publié pour la première fois aux États-Unis en 1973 et traduit en français en 1977, est ici entièrement réactualisé par un collectif de femmes. Bonne écoute. Un grand merci à Marie Hermann, éditrice, et Nana Kinski, autrice, d'être parmi nous pour nous parler de leur livre Notre corps, nous-mêmes. Un ouvrage essentiel, émancipateur, féministe, qui se présente comme un guide de santé et de sexualité des femmes. La première édition a été élaborée par un collectif de femmes de Boston au début des années 70, qui ont partagé et diffusé leurs entretiens entre elles et avec d'autres femmes, car la libération sexuelle, finalement, à cette époque, n'avait libéré que les hommes. Le livre est ensuite publié en France chez Albin Michel en 1977 et est épuisé depuis 1990. Donc merci à toutes les deux d'être là pour nous parler donc de cette réédition aujourd'hui, un peu plus de 40 ans plus tard. Merci à vous deux. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre maison d'édition que certaines ne connaissent peut-être pas ici ? Alors, donc, c'est une maison d'édition qui s'appelle Hors d'atteinte, ce qui est un nom un peu bravache qu'on avait un peu envie de lancer comme pour éventuellement se protéger des attaques qu'on ne manquera pas d'essuyer. Ce qui ne veut évidemment pas dire hors d'accès, ce qui veut surtout dire que en fait, la raison pour laquelle on avait choisi ce nom au départ, c'était l'idée de créer un endroit où on puisse mettre des gens en sécurité, où on puisse accueillir des auteurs, des lecteurs et des amateurs du livre qui peut-être se sentent pas à l'aise ailleurs, se sentent pas légitimes, se sentent pas écoutés, regardés, et qui là puissent avoir l'espace de s'exprimer, d'écrire, d'être accompagnés, et aussi de la part des lecteurs. L'idée, c'était vraiment que tout le monde se sente bienvenu dans ces livres, que ce soit des livres beaux, des livres accessibles, des livres pas trop chers, des livres qu'on comprend, avec tous les outils nécessaires pour entrer dedans. Donc on l'a fondée avec mon associée Ingrid Balazar en janvier 2019. Là, on va bientôt sortir notre 10e titre. C'est une maison qui est donc appuyée sur 2 collections, une de fiction et une de non-fiction, avec l'idée que ces 2 domaines se complètent, donc la littérature et les sciences humaines. On l'a fondée avant tout pour prendre acte du fait qu'on était en train de vivre une période de grands bouleversements, de grands changements. Je pense que c'est confirmé tous les jours parce qu'on est en train de traverser, et que pour affronter ces grands changements, on avait besoin de nouveaux outils. Donc l'idée était vraiment de concevoir des livres qui nous permettent de comprendre ce qu'on est en train de vivre, mais aussi d'avoir envie de continuer et d'imaginer d'autres choses, d'anticiper ce qu'on pourrait faire d'autre, et de mettre au service de ce but-là à la fois les sciences humaines et la littérature. Donc avec l'idée de comprendre des choses grâce aux sciences humaines, de les comprendre peut-être plus intimement grâce à la littérature, et aussi d'avoir une imagination, un champ, un horizon un peu plus large grâce à l'imagination qu'apporte la littérature. Merci beaucoup. Donc oui, une maison d'édition militante dans le projet comme dans les livres, finalement. Du coup, pour en revenir à notre corps nous-mêmes, pourquoi une réactualisation, en fait ? Quelle connaissance est-ce que nos connaissances ont profondément évolué, en fait, sur ces sujets-là ? Quels étaient les objectifs, en fait, de cette réactualisation 40 ans plus tard ? Alors là, je réponds en tant qu'éditrice, si ça te va. Donc moi, c'est la version de 1977. En fait, c'est un livre que j'ai eu entre les mains quand j'étais adolescente, parce que ma mère me l'a prêté, qui m'a énormément marquée, qui est en grande partie responsable de la façon dont je vis le fait d'être une femme aujourd'hui, et qui, je pense, sans exagérer, est une des raisons pour lesquelles je suis devenue éditrice aussi. Enfin, c'est vraiment un livre qui a été très important pour moi et que j'ai voulu réactualiser dès mes 20 ans, en fait. Donc c'était une obstination assez longue.
parce que en fait, j'ai toujours constaté qu'il n'y avait rien d'équivalent, qu'il n'y avait rien qui avait remplacé ça, et que c'était hyper nécessaire, que moi, ça m'avait tellement aidé. Alors moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'était vraiment le fait que ce livre donne accès à des voix très différentes, de femmes très différentes et avec des parcours très différents, et que jamais personne ne dise que les choses doivent être comme ci et pas comme ça, qu'il soit jamais question de normalité ou de morale, et que vraiment, en tant que lectrice là-dedans, on puisse avoir l'impression de pouvoir faire des choix, tout simplement, de pouvoir se dire moi aussi j'ai envie d'être en colère, moi aussi j'ai envie de bricoler, moi aussi j'ai envie de me masturber, ou pas, moi je veux avoir une famille ou pas. Enfin, et cette question du choix, pour moi, je trouve qu'elle est extrêmement efficace grâce au témoignage, parce qu'on voit ce que vivent les femmes et quelles sont leurs expériences. Je trouve qu'il n'y a pas d'ouverture plus directe à ça, au fait qu'on puisse choisir, que de voir que des femmes ont choisi ou choisissent ou se retrouvent confrontées à des choix compliqués. Et donc ça, c'était pour moi un truc fondamental. Et puis évidemment, toute la dimension de connaître son corps, de savoir comment ça fonctionne, c'était immense pour moi. Et donc j'ai trouvé ça très désespérant que ça soit plus accessible. Et puis en le relisant, je me suis dit aussi qu'il avait vieilli. Ce qui m'avait marqué à l'époque, parce que donc, en fait, ma mère me l'a prêté mais pas donné, donc je l'ai acheté après sur Internet quand je me suis souvenue de son existence d'occasion. Ah oui. À 19 ans. Et c'est là, en le relisant, que je me suis dit non mais c'est pas. Enfin, en fait, là, à cette époque-là, j'étais frappée par le fait que le chapitre sur la grossesse s'ouvre sur allez-y mollo sur la drogue, et votre communauté vous dit qu'elle va élever votre enfant avec vous, mais c'est quand même vous la mère, donc faites attention. Je trouvais que c'était quand même deux trucs qui étaient un petit peu situés dans le temps, qui n'étaient pas forcément ultra actuels. Et donc du coup, dès mes 20 ans, j'avais envie de le reprendre. Et puis après, évidemment, la vie a fait que c'était pas le bon moment, et ça l'est devenu. Et effectivement, donc pour répondre à votre question sur ce qui a changé, il y a évidemment énormément de choses qui ont changé, mais aussi énormément de choses qui n'ont pas changé. Peut-être que, Nana, tu veux en dire un mot là-dessus, ou je continue? Tu peux continuer. Ouais, comme tu veux. Non, les trucs qui sont vraiment frappants dans ce qui a changé, c'est évidemment très simplement le fait que le sida n'existait pas, que l'homosexualité était encore illégale, qu'il n'était pas encore question d'inclusivité, que le féminisme était encore à un moment bien particulier de son histoire, donc, que la contraception a beaucoup évolué, que les connaissances sur le corps féminin ont aussi beaucoup évolué, puisqu'à l'époque on ne savait même pas vraiment à quoi ressemblait un clitoris. C'est vrai, oui, c'est sacrée découverte. Voilà, ce qui est quand même un peu un problème. Et après, dans ce qui n'a pas évolué, enfin nous on a quand même été frappés très régulièrement en revenant souvent à la version de 77 pour voir ce qui avait déjà été écrit dedans, et de quoi on pouvait s'inspirer, ce qu'on pouvait garder. Il y a quand même des choses, on était assez estomaqués de voir qu'elles se posaient déjà les mêmes questions, et qu'elles avaient autant de difficultés que nous à trouver des réponses. Par exemple, le chapitre elles ont fait un chapitre qui s'appelle « Vivre avec soi-même et avec les autres », où elles disent que franchement c'est hyper compliqué de vivre en couple hétéro, et qu'elles n'ont pas trouvé trop d'autres solutions que soit être lesbienne, soit vivre seule. Et ça, on n'en a pas trouvé énormément non plus. On propose des pistes, mais ça reste très compliqué. Merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, pourquoi avons-nous attendu finalement 40 ans, plus de 40 ans pour qu'un ouvrage aussi important en fait soit réactualisé finalement? Alors ça, c'est là encore, je réponds en tant qu'éditrice, parce que pour le coup, j'ai regardé ce qui s'était fait entre-temps, c'est-à-dire pourquoi il y a un vide comme ça, pourquoi personne n'a repris le flambeau entre-temps. Alors c'est évidemment lié à ce qu'on appelle le fameux backlash, ou retour de bâton, le fait que dès les années 80, il y a, comme souvent dans les grands mouvements sociaux, et là encore dans l'histoire du féminisme, on voit que cette histoire est émaillée de moments. Dès qu'il y a une grande avancée, il y a un grand reflux ensuite. C'est-à-dire que la contre-attaque est violente, quoi. Et là, en l'occurrence, les années 80 ont été vraiment très violentes par rapport aux avancées qu'on avait pu observer dans les années 70. Et nous, on le voit bien. On en parle souvent avec des gens qui militent aujourd'hui. Se dire féministe avant MeToo, c'est-à-dire il y a encore 3 ans et demi, c'était très compliqué. La traversée du désert a quand même été très, très longue.
Et donc, évidemment, ça se voit aussi dans l'édition. Et en fait, si on regarde ce qui se passe dans l'édition, le livre qui a un peu pris la place de Notre corps nous-mêmes pendant toute cette phase de reflux, c'était un livre qui s'appelait Questions de femmes, qui était publié chez Odile Jacob, qui a été un très grand succès de librairie aussi. C'est-à-dire, si on regarde vraiment dans cette optique de manuel de santé qui explique aux femmes leur corps, il y avait aussi Questions d'hommes, donc il y avait aussi le pendant masculin. Mais c'était un livre qui a été écrit par une médecin, et donc où il y avait que un texte d'explication, pas du tout de témoignage, et en fait, il suffit de l'ouvrir pour que ça nous tombe des mains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le viol est traité à l'intérieur de la vie sexuelle, par exemple, comme si c'était un passage obligé. On nous parle aussi des complexes sur les seins, en disant que c'est très facile d'avoir une opération mammaire sans poser le problème autrement. Ok. Donc c'était une autre ambiance, quoi. Ah oui, je l'ignorais. Je ne savais pas qu'Odile Jacob avait publié un livre comme ça. C'est bon à savoir. Et du coup, comment s'est organisé le travail à neuf ? Est-ce que chacune avait une appétence particulière ou des domaines plus maîtrisés que d'autres ? Par exemple, pour toi, Nana ? Alors, on s'est divisé les chapitres au nombre de 2 personnes, avec une participation plus ou moins importante selon les besoins. Par exemple, moi, j'étais chargée du chapitre le corps au travail et les normes de beauté en collaboration avec Mathilde Bézla, Yelena Perret et Yanati Fofana. Je me sentais incapable d'écrire sur les autres sujets parce que ça ne me disait rien. Je ne connaissais pas encore très bien mon corps à l'époque, et c'est encore le cas actuellement. Mais j'ai quand même apporté ma petite pierre à l'édifice, notamment avec un regard jeune, vu que moi et Nati, on était les plus jeunes. Donc régulièrement, Nana et Nati nous sortaient des mots sur les réseaux sociaux où on ne comprenait absolument pas de quoi il était question. On débarquait complètement. Comme par exemple ? Comme tout ce qui est racisé, décolonial, tous les mots qu'on voit en ce moment et décrits comme islamo-gauchistes. Ça, c'était des mots qu'on comprenait, heureusement, mais il y avait des hashtags, des mouvements de libération. Donc là, moi, j'y connaissais rien du tout. Donc non, on a apporté toute notre touche digitale, vu qu'on était tout le temps sur les réseaux sociaux et que c'est comme ça que je suis devenue féministe. Enfin, avant 2016, le féminisme, ça me disait rien du tout. Et Notre corps nous-mêmes, avant que Marie m'envoie un mail, je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas grandi dans une famille féministe, donc toutes ces questions-là m'étaient inconnues. Et justement, peut-être que tu peux raconter que le mot racisé, il y a eu un débat dessus et que... Alors, on a décidé de ne pas employer le mot racisé, mais plutôt d'employer les termes en référence à l'origine ethnique et géographique. J'ai préféré que ce soit plus simple en termes de lecture, et notamment pour les personnes qui ne sont pas habituées au monde militant. Et même pour mon entourage proche féminin, pour moi, il était essentiel d'utiliser les termes asiatiques, maghrébines, caribéennes ou encore subsahariennes. Parce que du coup, le mot racisé aurait été incompréhensible. Le mot racisé était incompréhensible, et même pour l'ensemble de notre cible, je ne pense pas que ça aurait marché. Et peut-être que tu peux aussi parler des ateliers qu'on faisait, parce qu'effectivement, on s'est partagé les chapitres, mais on faisait quand même des tours de parole. Chaque autrice devait organiser ses propres ateliers. Toutefois, nous étions toutes disponibles pour venir en aide à une autre. Comme par exemple, j'ai dû recueillir des témoignages de femmes noires pour Nina Fort sur la question de la sexualité. J'ai organisé plusieurs ateliers avec des jeunes femmes de 19 à 25 ans, en mêlant la question de la race et du corps. Et du coup, vous avez un compte Twitter ou pas, ce collectif ? Ça pourrait être intéressant, finalement. Alors, on n'a pas de compte Twitter, on est sur Instagram, mais la maison d'éditrice publie toutes les nouvelles de Notre corps nous-mêmes sur Twitter. D'accord, ok. Bon, donc, il y a les informations sur Twitter. Donc oui. Super. Tu voulais rajouter quelque chose ? Sur l'organisation du travail, en fait, on a suivi ce qu'on a compris être la méthode des autrices de 77, qui sont d'ailleurs... 2 d'entre elles sont venues à 2 reprises à nos réunions pour y assister et pour faire des grands moments de sororité. Oui, ça devait être émouvant. C'était très, très émouvant. On a eu aussi un moment très, très émouvant où on était en Skype avec l'équipe de Our Bodies Ourselves aux États-Unis, à Boston. Donc, les fondatrices de... Là, j'ai encore la chair de plomb en y repensant, parce que franchement, là, moi, j'ai pleuré. J'étais un peu...
qui d'ailleurs nous ont autorisé directement à reprendre le titre. C'est comme ça qu'on a réglé la question des droits. On a négocié directement avec elles et c'est elles qui ont demandé à leur éditeur américain de nous autoriser gracieusement à utiliser le titre. Okay. Ce qui était assez chouette. Ah, c'est très chouette, oui. En effet. Mais non, du coup, ce que je voulais dire sur l'organisation du travail, c'est qu'on a quand même toujours commencé comme l'ont fait les autrices de 77 et comme l'ont fait originalement les membres du collectif de Boston par parler de nous. C'était vraiment le truc, c'est-à-dire que en fait, on a passé beaucoup de temps à élaborer le sommaire et c'est vrai que Nana n'était pas encore là à cette phase-là parce qu'on s'est ouvert peu à peu, mais on a passé à peu près 1 an à travailler sur les sujets qu'on voulait aborder et comment est-ce qu'on voulait les organiser, comment est-ce qu'on voulait reprendre ou pas des choses qui avaient été abordées dans la version de 77. Et puis, une fois qu'on a identifié 5 grandes thématiques qui sont devenues les 5 grands chapitres, qu'on a effectivement, comme l'a dit Nana, répartis, où il y avait 2 autrices responsables de chaque chapitre qui ensuite étaient responsables de la collecte de témoignages et de l'organisation du chapitre. Mais pour chacun de ces grands thèmes, on a organisé des groupes de parole entre nous. C'était le premier pas qu'on faisait à chaque fois pour défricher déjà ce qui nous paraissait important et puis pour que ça parte de nous, quoi, pour qu'il y ait vraiment un truc aussi qui mêle l'intime et le politique chez les personnes qui écrivaient le livre elles-mêmes. D'accord. Et Nana, du coup, pourquoi avoir choisi un thème comme par exemple la place des femmes dans le travail, c'est ça, si j'ai bien compris ? C'est ça. Dans le monde du travail ? Alors, j'avais eu quelques expériences professionnelles, dont certaines, je voyais les conditions, où la majorité du personnel était féminine. Et ça me parlait beaucoup plus que toutes les questions de violence sexuelle, de grossesse ou même du rapport au corps. Parce que mon corps, je le connaissais, ça me disait rien. J'ai tout appris avec les filles, majoritairement, que ce soit les questions de préservatifs féminins, de clitoris ou de périnée. C'est ça qui est beau. Et je me voyais très mal écrire un bout de chapitre sur la grossesse, sachant que je ne m'y connais rien. Je comprends, effectivement. Parfois, c'est souvent mieux d'être concerné, effectivement, pour pouvoir parler. Merci beaucoup. Par contre, tu étais hyper concernée par le choix de ne pas avoir d'enfants. Ah. Oui, j'ai participé avec Mounia sur un bout de chapitre, parce que je ne souhaite pas d'avoir d'enfants. Et qu'on me répète sans cesse, mais non, tu verras, c'est merveilleux, tu as encore 10 ans et tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu auras plein d'enfants, alors que j'en veux pas du tout. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, par rapport à tous ces témoignages, justement, comment vous les avez récoltés dans des associations féministes ou des cercles de femmes ? Comment vous avez fait pour avoir un panel si divers, en fait, d'expériences féminines et de femmes elles-mêmes ? Alors, moi, je suis passée par les réseaux sociaux, les bouche à oreille. J'ai demandé à mes amis de faire passer une annonce que je cherchais des jeunes femmes prêtes à discuter du rapport au corps. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des petits ateliers de 5 à 10 personnes, ça dépendait. Autrement, on a contacté des associations, notamment l'association ZEF, à destination des femmes sourdes. Également le centre... Qui est à Toulouse, d'accord. Également le centre LGBT à Paris, pour recueillir tout ce qui est les témoignages de personnes LGBT. Il y a une partie dans le livre dédiée à ces questions. Oui. Autrement, toutes les autrices s'organisaient en fonction de leur temps et de leurs moyens et de leur réseau. D'accord. Et vous avez rencontré des difficultés justement à avoir vraiment ce large panel de personnes, parce qu'il y a des femmes qui sont invisibilisées et qui ne sont pas forcément dans les milieux associatifs. Et Twitter a fait un travail formidable. Avec l'heure actuelle, tout ce qui est parole des minorités ethniques, religieuses, c'est très facile à trouver. D'accord. Même si elles ne se sentaient pas concernées au premier abord, pour elles, le féminisme, c'était des femmes blanches de classe moyenne. Mais j'ai réussi à les contacter sur Twitter et ça s'est très bien passé. Super, merci beaucoup. Ouais, mais c'est vrai qu'on a, on a ciblé des gens quand on arrive, parce que c'est vrai que on a passé des appels à participation. En fait, on avait organisé des groupes de parole un peu partout dans la France. Et c'est vrai que quand on lançait juste des appels sur les réseaux sociaux, on avait les femmes qui répondaient étaient assez homogènes socialement, au niveau de l'âge, au niveau des origines. Donc après, on a ciblé, et c'est vrai que après, effectivement, on arrivait à les contacter assez facilement une fois qu'on les avait trouvés. Mais après, on a aussi, justement, comme le disait Nana, ciblé c'est-à-dire qu'on s'est dit, à un moment, il nous manque
des témoignages de femmes de quartiers populaires. Par exemple, on a travaillé avec une maison de quartier à Vitry. Il nous manquait des témoignages de femmes musulmanes. On a travaillé avec la Lab. Donc on a fourni du matériel d'enregistrement, on a repris des groupes de parole qui avaient été organisés par des groupes spécifiques. Mais c'est-à-dire qu'il y a des fois où on s'est aussi dit qu'on n'était pas forcément, que c'était pas forcément génial qu'on y soit nous-mêmes, parce que c'était des groupes qui existaient déjà, où les femmes avaient déjà confiance en elles. Donc nous, on donnait notre méthode, nos sujets, on donnait en fait, la méthode qu'on a utilisée nous, ça consistait à poser 2 questions. Et à commencer une séance par écrire sur un petit bout de papier une expérience en lien avec ces questions. Donc c'était par exemple, moi je me suis occupée de la partie sur les violences. C'était pas un sujet qui me fascinait, mais c'était le dernier qui restait. Et donc du coup, on essayait de poser les questions de manière quand même pas complètement déprimante, parce qu'évidemment les groupes de parole qu'on a fait étaient bien plombants. Ouais. Et du coup, c'était par exemple, est-ce que tu te souviens d'une agression à laquelle c'était vraiment dans le truc de comment tu t'en es sorti, quoi. Comment tu as fait pour survivre, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille bien, etc. Et donc, du coup, à partir de ces questions, chacune écrivait une expérience à elle. Ça, c'était vraiment important de ne pas écrire un truc sur une copine ou sur une cousine, mais sur soi-même, à la première personne. Et ensuite, on mélangeait les petits papiers et c'était redispatché par hasard. Donc, c'était quelqu'un d'autre qui lisait sa propre histoire. Et du coup, il y avait déjà un truc de mise en commun des expériences. Et puis, à partir de là, en fait, c'était beaucoup plus facile de faire démarrer une discussion, puisqu'il y avait forcément quelqu'un qui disait « Ah bah oui, moi, ça me fait penser à machin ». Moi aussi, j'ai vécu ça. Bah, d'ailleurs, finalement, en fait, je peux vous le dire maintenant, c'est moi tout à l'heure, celle qui disait que. Ça libère la parole, oui. Voilà. Et ça sortait de soi-même et ça permettait d'entrer dans des trucs plus intimes. Donc, ça, c'est par exemple des choses qu'on a pu faire, de contacter des collectifs en disant voilà comment nous on procède, voilà sur quel thème il nous manque des témoignages. Est-ce que ça vous dirait d'organiser un truc comme ça? Et tout le monde a toujours dit oui. Enfin, ça a été. Ouais, après c'était vraiment ça dépendait des modalités, quoi. C'était est-ce que nous on participe ou pas, est-ce que c'est des choses qui se font mais oui, globalement on a vu beaucoup d'enthousiasme. Oui. Et on s'est rendu compte aussi que au moment de l'organisation des groupes de parole, déjà ça, indépendamment du livre, en fait, déjà le fait d'organiser ces moments-là avait déjà une action immense, quoi. Il y a systématiquement toutes les femmes qui nous ont dit que ça leur avait fait énormément de bien, que c'était hyper important, que ça se passait pas assez souvent. Enfin, déjà là, on avait l'impression de faire quelque chose d'important, quoi. Oui. Mais les autrices, du coup, sont toutes... vous venez d'où, finalement? Il y a Marseille pour toi, Nana, je crois? Je viens de Lyon. Lyon, ah, comme tu venais de Marseille, en fait, en train, je pensais. C'est moi qui viens de Marseille. Ah, d'accord, ok, pardon. Oui, c'est vrai qu'Hors d'atteinte est à Marseille, effectivement, ça, je l'avais lu. Toi, tu viens de Lyon, donc en fait, finalement, vous avez quand même beaucoup voyagé dans la France pour vous retrouver, je suppose. On a fait le tour en TGV. Ouais. Ça fait des kilomètres. Ça a été compliqué, mais on a réussi à se voir à peu près tous les 2 mois, et on a réussi à bien mener le livre. Et vous vous retrouviez toujours dans une ville en particulier, ou ça arrangeait toujours Paris? Souvent, on se retrouvait sur Paris, c'était beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est ça. Merci. Et du coup, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un âge, en fait, pour lire ce livre? Est-ce qu'il y a un âge pour connaître comment fonctionne notre corps, selon vous? Et non, je crois pas. J'aurais bien aimé l'avoir à l'adolescence. Ça m'aurait bien aidé. Moi aussi. Et moi, je pensais le donner à mes cousines de 11-12 ans. D'accord. Et je pense que le plus tôt on connaît son corps, mieux c'est. On n'est pas surprise à 25 ans d'apprendre l'existence du préservatif féminin, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, nous, c'est vrai que c'est un truc que j'entends pas mal autour de moi et qui se perpétue, qui se diffuse, c'est l'idée de laisser traîner. C'est-à-dire de ne pas forcément l'offrir à des jeunes filles, mais en tout cas qu'il soit quelque part, qu'il soit accessible, parce qu'il y a vraiment cette idée de ne pas imposer non plus forcément un savoir ou des photos ou des informations auxquelles on n'a pas envie d'avoir accès, mais le truc de laisser traîner, c'est-à-dire que l'information soit là quelque part et qu'on puisse à un moment y aller, je pense que c'est un bon truc. Et après, sur l'âge, ce que je trouve étonnant, on en parlait la dernière fois, c'est
par rapport à la version de 77, dont j'ai l'impression qu'elle a été quand même beaucoup transmise de mère à fille, même si, par exemple, dans mon cas, c'était pas un don, et qu'il y a beaucoup de mères qui ont oublié d'en parler à leurs filles. On l'a constaté dans le collectif, c'était le cas de plusieurs membres du collectif dont la mère a dit tout d'un coup, mais oui, mais je l'avais. Et elle l'avait oublié. Et donc, mais là, en fait, il se passe un peu l'inverse. C'est un livre que les filles offrent à leur mère. Et je trouve que c'est assez révélateur et ça dit beaucoup de ce qui est en train de se passer en ce moment avec ce nouveau mouvement féministe qui émerge depuis 3 ans. C'est que justement, j'ai l'impression que la génération qui est militante, active aujourd'hui, essaie de combler ce fossé, ce trou-là qu'on vient de traverser pendant ces années, ce dont on parlait, ce backlash, pour refaire un lien, recréer de la transmission dans l'autre sens. Merci, mais oui, c'est vrai que je pense que c'est essentiel pour ne serait-ce les parents, même si l'enfant n'est pas forcément en âge en fait, de voir les photos, tout ce qui est dessin anatomique, etc., d'avoir au moins l'information et les réponses sur des questions qu'on se pose en fait, finalement très très jeune, même si on n'en parle pas forcément. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, ce sous-titre, ce fameux sous-titre écrit par les femmes, pour les femmes, est-ce que vous pensez que finalement les hommes ont intérêt à s'y intéresser, à le lire quel peut être leur intérêt à se pencher sur ce grand sujet? Alors, moi, en l'écrivant, je pensais uniquement aux femmes. Oui. Pour moi, c'était plus de la connaissance et apprendre à se connaître. Les hommes et le féminisme, c'est important qu'ils soient alliés, qu'ils s'y connaissent, mais moi, je ne voyais pas la nécessité de faire le livre à un homme, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est un mot sur lequel on a aussi eu des débats, comme le mot racisé. Est-ce qu'on utilise vraiment le mot femme ? Est-ce qu'on va encore plus loin et qu'on dit personne avec un utérus ? Est-ce qu'on est inclusive au point d'inclure toutes les configurations de transidentité qui ont un lien avec le vécu social de femmes ? Alors du coup, on l'a expliqué à l'intérieur, on a pris soin de dire que donc c'est pas des femmes. Le mot femme n'est pas entendu d'un point de vue biologique, mais d'un point du vécu social et politique. Cela étant, c'est un mot auquel on a fini par s'attacher. Enfin, moi, en tout cas, je continue à le trouver super important parce qu'il porte quand même quelque chose d'assez fort et d'assez clair. Et puis c'est un slogan qui était déjà sur la version de 77, par des femmes pour les femmes. Alors après, évidemment, les hommes sont bienvenus, comme dans tous les livres qu'on fait. Moi, je suis en train de réfléchir à comment décliner. Alors, ça peut évidemment pas être notre corps nous-mêmes parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même démarche. Oui. Mais de toute façon, c'est une question qui se pose de plus en plus. Là, quel est le pas suivant pour que plus d'hommes nous rejoignent ? Oui. Donc, c'est toute une réflexion à mener. Et j'en parlais récemment avec Victoire Tuaillon, qui est un peu la spécialiste actuelle avec son podcast Les couilles sur la table, qui me disait oui, le problème c'est qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc je trouve que c'est bien provocatrice. C'est bien vrai. Donc en ce moment, je suis en train de réfléchir à comment donner soif. C'est super. Merci beaucoup. Alors moi, une question que je me posais personnelle, pourquoi parler de l'auto-examen en fait ? Est-ce que l'auto-examen gynécologique, donc, est-ce dans un esprit d'émancipation, d'indépendance ? Peut-on se fier vraiment à tous les diagnostics qui ne sont pas forcément adaptés en fait, aussi aux femmes, vu qu'elles sont invisibilisées sur tous les domaines, donc la science n'y échappe pas. Là, il y avait vraiment l'idée de... c'est pas, on l'a bien précisé aussi au début, l'idée n'est pas de se substituer à la médecine, il n'y a pas une histoire de concurrence, mais c'est vraiment l'idée de mieux maîtriser son corps. Ça permet aussi de se sentir plus forte face à un médecin notamment, et donc l'auto-examen doit aussi servir à ça, parce que c'est vrai que tout est fait pour qu'on ne sache pas à quoi notre sexe ressemble. Et on nous raconte très tôt qu'il est caché, il est intérieur, il est secret, on ne peut pas le voir facilement. Donc, c'est surtout cette démarche-là, quoi. Et puis après, il y a aussi un truc joyeux dans l'auto-examen qui consiste à se regarder à plusieurs, à en faire un moment un peu solennel, un moment de partage, un moment où justement on se réapproprie un espace qui nous est souvent refusé. Et puis l'idée de s'inscrire dans une longue tradition qu'on appelle le self-help, donc avec
toute cette histoire longue de femmes qui se sont soignées elles-mêmes, qui ont pratiqué des avortements clandestins au moment où c'était interdit, etc. Ce qui continue à être une part importante du mouvement féministe. Oui, moi j'ai trouvé ce passage très important parce qu'en fait j'ai vraiment appris plein de choses du haut de mes 30 ans. Je trouve ça vraiment super en plus entre femmes, dans des cercles de femmes, du coup, de pratiquer l'auto-examen. Vraiment, je trouve que c'était une super idée. Et d'ailleurs, vous agrémentez votre livre de dessins anatomiques. Est-ce que certaines autrices, en fait, avaient un background médical, ou est-ce que vous vous êtes mis en contact avec des professionnels de santé, comme des gynécologues, par exemple? L'autrice qui a réalisé ces dessins est Naike Deken. Et si je ne me trompe pas, elle s'était mise en contact avec des médecins. D'accord. Enfin, moi, je n'ai pas participé à l'écriture ou l'illustration de ces cahiers anatomiques. Je l'ai vu à la sortie. Et oui, en fait, elle a effectivement retravaillé à partir aussi des schémas qui étaient dans la version de 77. Et puis elle est repartie aussi de littérature américaine, de littérature médicale américaine. Après, il y a une autrice, en fait, c'était la dernière à nous rejoindre, qui est une sage-femme à la retraite. Donc, parce que moi, je trouvais ça important d'avoir quelqu'un qui ait un regard médical, effectivement, qui puisse nous accompagner du début à la fin, y compris justement dans l'élaboration du chemin du livre, quoi. Et je trouvais ça bien que ce soit une sage-femme. Et puis en plus, c'était une sage-femme qui avait été active dès les années 70, donc qui avait vraiment tout ce mouvement en tête, et qui avait été une sage-femme très impliquée, très militante, très revendicatrice, c'est Hélène de Gainsbourg. D'accord. Et donc elle, effectivement, elle a pu nous apporter ce regard-là. Après, on a fait relire toutes les parties médicales par des médecins, des généralistes, des gynécos. On a effectivement un Naike qui s'est aussi occupé du chapitre sur la santé, a travaillé en lien étroit avec une gynécologue féministe, donc, qui a vraiment écrit avec elle. Mais après, on a tout refait vérifier par plusieurs médecins d'horizons différents qui nous ont effectivement apporté une grande aide. Je crois qu'ils étaient 5 en tout. Il y avait une espèce d'équipe. Toujours des femmes? Il y avait un homme dedans. Ah. Mais qui l'a pas trop ramené. D'accord, bon, c'est bien, déjà ça. Merci beaucoup. Il y avait donc une édition, il y a eu une édition en fait québécoise en 2019 qui est sortie donc qui s'appelait Corps à corps chez Remue Ménage. Quel changement en fait fondamental. Je crois qu'il était effectivement agrémenté de pas mal de témoignages donc d'autochtones du Canada, mais est-ce que vous avez apporté au-delà des témoignages finalement des choses spécifiques à la France? En fait, le collectif de Boston, Obos, nous avait mis en lien effectivement avec les autrices. Quand on leur a écrit pour leur dire voilà, on a ce projet, on se lance dans cette entreprise légèrement angoissante qui va durer plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elles nous ont dit justement, il y a un collectif qui s'est monté au Québec depuis pas mal d'années déjà. Et qui travaillent dessus. Donc on a été en lien. Il y a une partie des autrices qui ont rencontré une autrice québécoise. Oui, c'est ça, à Paris. T'étais dedans, je crois même, non? Oui, je Ouais. suis restée 20 minutes à m'entretenir avec elle. Enfin, on échangeait surtout sur nos vécus et le livre version canadienne. D'accord. Et en fait, on est assez vite parvenu à la conclusion que les contextes étaient trop différents. Enfin, pour la même raison que... C'est-à-dire que les autrices de 77, elles avaient commencé par traduire le livre américain. Et puis, en fait, elles se sont rendues compte que les contextes étaient tellement différents que c'était pas possible de concevoir ce livre comme ça, parce que le système de santé n'est pas le même, parce que les vécus ne sont pas les mêmes, parce que l'histoire n'est pas la même. Et là, on s'est à nouveau heurté à ça avec ce collectif québécois. On voyait bien que le langage n'était pas le même, on partait pas du même endroit, on parlait pas du même contexte. Donc on s'est assez vite dit, chacune chemine en se donnant régulièrement des nouvelles. On a vraiment avancé côte à côte, mais c'était de toute façon, dès le départ, clair que ça serait 2 livres différents, quoi. D'accord, c'est vrai qu'en fait, pour avoir lu les deux, on sent qu'il y a une vraie différence, mais c'est assez. On le voit évidemment dans les témoignages, etc. Mais on voit la vraie différence, mais sans se rendre compte en fait de pourquoi. C'est vrai que ça parle beaucoup plus. Notre corps nous-mêmes m'a beaucoup plus parlé à moi en fait que m'a parlé Corps à corps, que j'ai adoré pourtant. Mais on voit qu'effectivement il y a un changement fondamental.
Et puis corps à corps en plus se centre vraiment sur une partie du livre en fait, c'est vraiment c'est un guide de sexualité positive. C'est exactement, oui. Alors que nous on a vraiment essayé de reprendre l'ensemble des thématiques, mais je crois qu'elles veulent continuer. C'était vraiment une sorte de premier tome, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que j'avais encore une question pour vous? Oui, peut-être une petite dernière. Au niveau de la mise en page en fait du livre, donc ça c'est une question purement sur l'édition, mais vous avez moi je n'ai jamais vu en fait la version de 77. Donc, j'ai vu que quelqu'un l'avait là-bas, sans vouloir. Super, dénoncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh, super, merci. Est-ce que du coup, on est vraiment sur quelque chose, on dirait des articles en fait finalement de journaux. Vous avez changé beaucoup de choses sur la mise en page ou vous avez respecté en fait le... Sur la mise en page, en fait, l'urgence et la nécessité, c'était de mettre un maximum de signes dans un minimum de place sans que ça se voit. Ah, parce que c'est vrai que c'est très dense. C'est très dense. C'est très accessible, mais c'est très dense. En fait, on voulait vraiment que le livre soit pas trop gros pour que, on tenait beaucoup à ce qu'il puisse, encore une fois, qu'on puisse le laisser traîner, qu'on puisse le prendre dans un sac, qu'on puisse le donner, qu'il soit aussi maniable, qu'on n'ait pas peur de l'abîmer. Donc on voulait surtout pas un truc trop grand et trop gros. Et évidemment, en tant qu'éditrice, j'ai été confrontée à de nombreux appels légèrement implorants ou coercitifs, me disant que j'ai pas du tout assez de signes pour mon chapitre, il m'en faut beaucoup plus. Et donc j'imagine des arbitrages souvent très compliqués et des moments où effectivement, par exemple, il y a eu cette surprise qu'on a toutes eue sur le postpartum, en fait, où on avait prévu un nombre de signes relativement restreint, et puis en fait, en avançant dans la rédaction, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme impensé, que c'était un truc vraiment pas du tout abordé d'un point de vue féministe, qu'il y avait un nombre incalculable de femmes qui se retrouvaient dans une dépression sévère après avoir accouché, parce que l'accouchement avait été violent, parce qu'on les laissait livrer à elles-mêmes et qu'elles se retrouvaient tout d'un coup face à un bébé qui hurlait toute la journée et un mec qui retournait travailler au bout de 3 jours, complètement démunis. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était un sujet qu'il fallait absolument étoffer et aborder de manière détaillée et précise. Donc là, effectivement, on a débloqué des pages au prix de longues discussions, de longs débats. Mais donc, du coup, oui, la graphiste a eu cette tâche complexe de bourrer les pages au maximum sans que ça se voit trop, sans que ce soit vous n'avez pas fait trop de sacrifices quand même, j'espère. Non, c'est-à-dire que c'était vraiment c'était des arbitrages permanents, mais finalement, moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé un relativement bon équilibre. Parce qu'évidemment, on aurait pu écrire 4 fois ça, quoi, facilement. Parce que c'est pourtant tellement exhaustif. J'ai beau chercher en fait des sujets que vous n'avez pas abordés dans ce livre, je n'en trouve pas. Peut-être que vous en trouverez, parce que c'est maintenant en fait votre tour de poser des questions si vous le souhaitez. Non, personne n'a de questions. Ok. Merci à Marie Hermann et Nana Akinski d'avoir été parmi nous. Merci. Merci à vous toutes et vous tous. Et portez-vous bien. Belle soirée. Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche jeudi 17 septembre 2020 avec Marie Hermann et Nana Akinski autour de l'ouvrage féministe Notre corps, nous-mêmes, publié aux éditions Hors d'atteinte.